Bienvenue, bonjour à tous, au sommaire de ce journal. L'ouverture aujourd'hui au Caire, en Égypte, de la foire commerciale intra-africaine 2018. Il s'agit d'une plateforme de partage d'informations sur le commerce, l'investissement et le marché. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ordonne une évaluation nationale. Objectif, définir l'impact, les conséquences et secteurs d'activité touchés. Enfin, le prix Nobel de la paix 2018 appelle à l'action dans son pays, la République démocratique du Congo. Dr Denis Mukwege dénonce ainsi les violences qui sévissent en RDC. Merci de nous suivre. Daniel Kablan-Duncan est depuis hier au Caire en Égypte. Le vice-président ivoirien va représenter le président de la République Alassane Ouattara à l'ouverture officielle de la première édition de la foire commerciale intra-africaine 2018. C'est une plateforme de partage d'informations sur le commerce, l'investissement et le marché. La foire commerciale intra-africaine 2018 se déroule du 11 au 17 décembre prochain. Je vous propose d'écouter maintenant Daniel Kablan-Duncan. Le vice-président ivoirien représente, je vous le précisais, le président de la République, Alassane Ouattara. Je pense que nous allons assister à une foire de qualité. Je crois que c'est la première du genre qui se tient après la mise en place de la ZECRA, qui est la zone de libre-échange, qui avait été mise en place à Kigali, vous vous rappelez. Il va y avoir à peu près 1 millier d'exposants. Et à peu près, je crois, 70 000 visiteurs qui sont attendus. Donc c'est quelque chose donc, de très important, de très grand. Je pense aussi que c'est l'occasion de faire des B2B et aussi de faire aussi des discussions en matière d'investissement. Avant son départ pour la capitale égyptienne, le vice-président ivoirien a lancé hier les travaux du forum sur les mines et le pétrole. L'ECOMOF se tient du 10 au 12 décembre prochain. C'est une initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À noter que dans son allocution, Daniel Kablan-Duncan a fait un plaidoyer pour une meilleure gouvernance des industries extractives. Les explications de Lanciné Bakayoko. L'Afrique de l'Ouest, un nouveau bassin de ressources extractives sur le continent. La région ouest africaine est passée première région aurifère devant l'Afrique du Sud et elle fournit par ailleurs 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial. Dans le secteur des hydrocarbures, l'Afrique de l'Ouest renferme 30% des réserves prouvées de pétrole brut et de gaz de l'Afrique. Des gisements en hausse, mais pas à la mesure du potentiel des secteurs pétroliers et miniers, en capacité de devenir le second levier de développement après l'agriculture. Ces performances, que nous saluons à leur juste valeur, demeurent fragiles et sont, faut-il le souligner, loin de répondre à toutes les attentes du gouvernement, des populations et même des entreprises. En Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes ont été engagées dans le domaine de la gouvernance avec de nouveaux codes miniers, pétroliers et gaziers. Grâce à ces réformes, le secteur minier ivoirien a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 15 permis d'exploitation minière industrielle. En ce qui concerne la production industrielle de l'or, elle est passée à 25,395 tonnes d'or fin 2017, contre seulement 7 tonnes d'or en 2009, soit une hausse de 262%. Du côté des opérateurs privés, en l'occurrence chez les petits miniers, cette rentabilité de l'activité sera davantage assurée si le secteur est débarrassé des acteurs illégaux. Avec le fléau de l'orpaillage clandestin, il faudrait que les énergies soient mutualisées pour permettre à ce que nous puissions un peu juguler cet aspect du mal qui, effectivement, essaie de s'étendre sur la Côte d'Ivoire. Au niveau des hydrocarbures, l'embellie s'observe également par l'augmentation de la production pétrolière qui est passée de 32 000 à 42 000 barils jour.
Autre actualité nationale, il y a eu une passation de charges hier entre Abdourahmane Cissé et Thierry Thaneau au ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Abdourahmane Cissé, nouveau ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a donc pris officiellement fonction. On en parle avec Jean-Luc Bambou. Aussitôt dit, aussitôt fait. La passation de charges entre les ministres Thierry Thaneau et Abdourahmane Cissé est intervenue quelques heures après le réaménagement technique du gouvernement. Thierry Thaneau, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables depuis janvier 2017, dit quitter ce poste avec le sentiment de travail bien fait. Que ce soit dans le secteur des hydrocarbures ou celui de l'énergie et des énergies renouvelables, je pense que nous avons enregistré ensemble de belles avancées. Il reste beaucoup de travail à accomplir et le président de la République et le Premier ministre en sont tout à fait conscients. Voilà pourquoi ils ont choisi l'excellence pour diriger le ministère. Sourire, échange d'amabilité, cette cérémonie supervisée par le secrétaire général du gouvernement s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, tout en ayant à l'esprit les futurs défis à relever dans ce ministère. Il y a un programme phare qui a été lancé par le chef de l'État qui fait partie de son programme de campagne, qui est celui de l'électrification de l'ensemble des localités de plus de 500 habitants. Je sais pouvoir compter sur vous pour que ce programme puisse connaître une fin à la fin de l'année 2019. Mais bien entendu, nous souhaitons aller plus loin, parce que le but, c'est d'arriver à avoir une électrification complète dans l'ensemble des localités de notre pays. Mais il y a aussi énormément de défis à relever dans les autres secteurs, notamment dans celui du pétrole, dans celui du raffinage et, bien entendu, dans celui du développement des énergies renouvelables. Pour Abdourahmane Cissé, il s'agit d'un retour au gouvernement après avoir occupé la fonction de ministre du Budget et du portefeuille de l'État entre 2013 et 2017. Il était jusqu'à ce 10 décembre 2018 ministre conseiller spécial auprès du président de la République. Nous partons à présent à Grand Bassam, dans la région du sud de Comoé. Un séminaire organisé par la Direction générale du budget s'est ouvert hier. Les travaux portent sur la validation d'un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Les explications de Jean-Luc Bambou. Contrôleur financier, contrôleur budgétaire, agent comptable, ordonnateur, toutes ces parties prenantes dans la gestion des entreprises publiques nationales, EPN, sont venues apporter leur expertise pour la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire des finances publiques au sein de ces sociétés à capitaux publics. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de valider l'avant-projet préparé par la Direction générale du budget des finances en réunissant tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des EPN pour que les textes qui régissent les EPN soient actualisés. Il y a bien sûr la réforme venant de l'UEMOA, mais nous-mêmes, en lisant ces textes, en confrontant les dispositions à la pratique, il y a un écart. Il y a des différences qu'on voit, soit qu'il faut prendre en compte parce que le texte a vieilli, soit certaines pratiques contre lesquelles il faut prendre des dispositions fortes. Une loi vieille de 20 années et qui ne permet plus un suivi approprié de la gestion budgétaire, administrative et comptable des entreprises publiques nationales. Les ordonnateurs du contrôle budgétaire, l'agent comptable et le conseil de gestion sont soumis à un défi managérial, à savoir comment concilier les performances sociales, financières et comptables de l'établissement public national avec les instruments juridiques qui ne sont plus d'actualité. Structure étatique jouissant de l'autonomie administrative et financière, les entreprises publiques nationales jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du programme économique et social du gouvernement. Au nombre de 102 sur toute l'étendue du territoire national, les EPN ont reçu pour la gestion 2018 un budget total de 471,7 milliards de francs CFA, dont 302 milliards de subventions et 169,7 milliards de francs CFA de ressources propres. La Côte d'Ivoire, très active dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé récemment au lancement d'une évaluation nationale. Il s'agit de définir l'impact, les conséquences et secteurs d'activité touchés par ces fléaux. On en parle avec Cheikh Koné. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'une cartographie des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Tel est l'objectif de cette opération d'évaluation nationale des risques.
Au sortir de l'évaluation nationale des risques, on pourra vous dire, voici le secteur qui sert, le premier secteur qui sert de blanchiment en Côte d'Ivoire, c'est peut-être le secteur de, je ne sais pas, je le dis, peut-être des transports, le transport de l'immobilier, voilà. Voilà l'une des finalités de l'évaluation nationale des risques. C'est de savoir dans quels sont les secteurs les plus utilisés et les moyens qui y circulent et comment les blanchisseurs s'y prennent. Prévu s'étaler sur une période de 12 mois, l'évaluation nationale des risques va être pilotée par 170 personnes, dont des experts de la Banque mondiale et du groupe international d'action contre le blanchiment d'argent, GIABA. L'étude, financée en partie par le gouvernement, va coûter 250 millions de francs CFA. Notre pays a décidé d'aller à l'émergence, mais aller à l'émergence avec de l'argent propre. De l'argent débarrassé de toutes les menaces et vulnérabilités susceptibles de favoriser le terrorisme et son financement. L'évaluation nationale des risques intervient dans le cadre de la préparation de la deuxième évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet exercice donnerait ainsi l'occasion à la Côte d'Ivoire de découvrir ses faiblesses et de les corriger avant l'évaluation mutuelle prévue pour février 2022. On s'intéresse à présent au forum de l'Association des préfets et représentants de la francophonie. Cette première édition s'est tenue du 6 au 9 décembre dernier. Il s'agissait d'offrir un cadre de travail et d'échange pour les hauts fonctionnaires locaux de l'espace francophone. On fait le point avec Moussa Konaté. Les représentants de l'État et les nouveaux défis de la sécurité intérieure. C'est le thème du premier forum des préfets et représentants de l'État de la francophonie. Cette rencontre est un cadre de travail et de partage d'expériences entre les représentants locaux de l'État de l'espace francophone. En fédérant nos connaissances, en mutualisant nos connaissances, qu'on puisse retrouver les meilleurs outils pour accomplir les missions essentielles que nos États respectifs nous confient. La façon dont on gère l'administration territoriale en France n'est pas la même qu'en Côte d'Ivoire, ni en Roumanie, ni au Sénégal, au Bénin ou au Togo. Le fait de se mettre ensemble permet de créer des synergies et permet surtout de parvenir à une diversité d'expériences. L'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie se veut une organisation importante au service de la francophonie. L'initiative est encouragée par les autorités ivoiriennes. Je voudrais, avec le gouvernement ivoirien, saluer l'avènement de l'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie en tant que cadre de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les représentants territoriaux des États membres et partant d'une mutualisation des acquis et des efforts en vue d'un meilleur exercice du sacerdoce de représentation de l'État. L'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie a été mise en place en novembre 2017. Ce premier forum a vu la participation de nombreux pays francophones d'Afrique et de l'Europe. Un tout autre sujet à présent, le nouveau conseil municipal de la commune d'Adjamé a été installé récemment. L'occasion pour le nouveau maire Soumaoro Farikou de faire connaître ses défis. C'est un reportage de Abou Sanougou. La nouvelle équipe dirigeante de la commune d'Adjamé est installée. Elle sera conduite pour les 5 prochaines années par Soumaoro Farikou. Il a été élu par l'ensemble des conseils municipaux, conformément aux dispositions prévues par les tests. Soumaoro Farikou est donc le nouveau maire de la commune d'Adjamé, à l'issue d'un vote qui a été supervisé par le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Irié. 6 adjoints au maire ont également été élus pendant la même session. Après le vote, Soumaoro Farikou a été présenté à la population venue nombreuse. Saisissant l'occasion, le préfet d'Abidjan a invité le maire et ses conseillers au travail et à une bonne collaboration avec leurs administrés. C'est votre responsabilité en tant que représentant du président de la République, en tant que représentant des pouvoirs publics dans cette communauté, de faire en sorte que les lois de la République de Côte d'Ivoire soient respectées, mais de créer l'harmonie et surtout le bien-être des populations. Nos remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, le président de la République qui nous a fait confiance en nous mettant en mission dans cette commune. Nous nous mettons dès cet instant à la disposition de la population d'Adjamé. Le nouveau magistrat de la commune d'Adjamé a, en guise de remerciement, communié avec ses populations. Soumaoro Farikou
devient ainsi le 5e maire de la commune d'Adjamé. 8e sommet des Africités, le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités territoriales s'est déroulé récemment à Marrakech au Maroc. Il faut préciser que le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a signé une convention avec l'Académie africaine des collectivités territoriales, des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Issa Yeo. Le continent africain ne peut réussir le défi de l'émergence qu'avec des cadres bien formés dans des domaines spécifiques. Pour atteindre cet objectif, l'Académie africaine des collectivités territoriales, des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique a mis à profit le 8e sommet des Africités pour signer plusieurs conventions avec des structures de formation tant sur le continent qu'en dehors. L'Académie de CGLUA n'a pas pour vocation de former, elle a pour vocation et pour mission de promouvoir les standards de qualité et d'excellence dans le domaine de la formation, du renforcement de capacités, de l'apprentissage par les pairs, de l'apprentissage tout court, de l'éducation, selon des normes de qualité et d'excellence qui ciblent les collectivités territoriales. Ce que nous souhaitons promouvoir, ce sont des outils, des méthodologies qui vont permettre d'améliorer les performances des collectivités locales et des villes pour qu'elles soient en mesure de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, en mesure de s'adapter au changement climatique et donc d'intervenir sur le transport, sur les bâtiments, sur éventuellement également la gestion des déchets. Au nombre de ces signataires, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC, logé à l'université Félix Houphouët-Boigny, une convention qui permettra au CAMPC d'apporter son expertise dans la mise à niveau des cadres dans le domaine des collectivités territoriales. Nous allons accompagner les collectivités territoriales dans la formation de leur personnel, accompagner tous les élus locaux dans la mise en place de leurs projets de développement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu signer ce partenariat avec ALGA parce que pour nous, les collectivités offrent aujourd'hui une bonne opportunité pour ouvrir nos formations à l'ensemble des populations. Ce partenariat, le directeur général du CAMPC le veut le plus longtemps possible afin de rendre plus dynamiques et performants les cadres africains en matière de développement local. Direction à présent l'Omo Nord, dans la région centre du pays. Les troupes de l'armée ivoirienne ont effectué récemment des exercices tactiques. Objectif, s'entraîner pour faire face aux éventuelles attaques ennemies. Les détails avec Abou Sanogo. Il est un peu plus de 5 heures du matin. Les hommes sont prêts. Ils sont sur le qui-vive, visage grave. Il leur a été signalé le jour d'avant la présence d'éléments du mouvement salafiste pour la propagation de l'islam progressant sur l'axe Lomo-Atieguakro et Lomo-Gourouminakro, après la prise du village de Lomo Nord. Maintenant, tu te fais à 200 mètres au-delà, tu te fais rejoindre par la couverture. De façon concrète, il s'agit pour le commandant d'unité élémentaire d'infanterie de mener des combats de jour comme de nuit dans le cadre d'un bataillon ayant reçu pour mission de rechercher et détruire un ennemi asymétrique. Ici, le chef de compagnie devra permettre aux sections d'agir et d'appliquer les mécanismes et procédés d'exécution des missions suivantes. Éclairer, reconnaître, appuyer, fixer, couvrir, détruire et surveiller. Le deuxième et le troisième groupe à ma droite. On reste alliés. Alliez-vous sur moi ici. Alliez-vous sur moi. Réaction à une embuscade. Infiltration par section accolée. Réduction d'une résistance localisée. Relèvement par dépassement. Désamorçage d'un engin explosif improvisé. Le groupement tactique interarmé à dominance infanterie a fait montre d'une habileté dans l'utilisation des armes et du terrain afin de venir à bout d'un ennemi camouflé. Il fallait aborder tous les cas d'ordre programmés avec habileté, mais surtout précaution. Combat de localité, contre-terrorisme et libération d'otages, réalisé à la perfection par les éléments du 1er bataillon de commandos et de parachutistes. Tir de précision sur blindés, montée d'une arme par les forces spéciales. Ce scénario qui frise la réalité de nos armées au sud du Sahara a été mis en œuvre par le Bureau opération de l'état-major général des armées. Ceci pour accoutumer
les hommes aux incidents de type asymétrique. Le clou de l'exercice a été la démonstration par les forces françaises en Côte d'Ivoire de la réduction d'une résistance localisée par une section en assaut sous blindage de véhicules avant blindés. Cet exercice tactique vise à mettre en œuvre les techniques de combat d'infanterie en zone urbaine, de lutte contre rébellion, de sauvetage au combat et de gestion de foule, ou encore à gagner en rusticité et en aisance de commandement sur un terrain difficile durant 2 jours sans discontinuer. Il a mobilisé 500 hommes, plus de 500 armes individuelles de poing, 22 véhicules légers tout-terrain et 4 blindés de forces spéciales. Plus de 1000 armes, 7000 munitions et 3 grenades récupérées en Côte d'Ivoire par la Commission nationale de lutte contre les armes légères. C'est ce qui ressort du bilan 2018 de la Comnat ALPC. Objectif pour 2019, cette structure veut renforcer la sensibilisation des populations aux dangers des armes illicites. Les explications de Moussa Konaté. 1268 armes collectées, 7518 munitions et 3 grenades recueillies. C'est le bilan des activités pour l'année 2018 de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. À cela s'ajoute le marquage de 150 armes des forces armées de Côte d'Ivoire et des mesures d'accompagnement pour 1085 personnes ayant déposé volontairement des armes et munitions. Avant tout, notre intervention dans la forêt classée de Gouindébé après le conflit communautaire qui s'y est déroulé. Nous avons donc mené de la sensibilisation, puis de collecte d'armes, de dépôt d'armes. Nous avons recueilli jusqu'à 914 armes pour un objectif de 600 qui nous était assigné par le gouvernement dans un projet d'urgence. Avec l'appui de ses différents partenaires, la Comnat ALPC compte renforcer ses actions pour l'année 2019. Il faudra accentuer les mesures incitatives parce que ce sont des dépôts volontaires que nous faisons. Et donc il faut inciter les détenteurs à donner ces armes. Mais en même temps, il faudrait faire en sorte que les armes qui sont collectées ou bien qui sont disponibles de façon légale soient mieux gérées. Et la meilleure gestion, c'est l'élimination des armes qui sont obsolètes, qui sont en surplus. Donc nous allons procéder à la destruction de ces armes. Dans l'atteinte de ces objectifs, la Comnat ALPC mise également sur la sensibilisation des populations. Les communications sur les dangers liés à l'utilisation illicite des armes seront accentuées. Un écosystème d'identification de base fiable et unique, c'est ce que recherche la Côte d'Ivoire et sa voisine, la Guinée-Conakry. Des représentants de ces deux pays, appuyés par la Banque mondiale, ont participé récemment à une plateforme. Les explications dans ce reportage de Abdoulaye Koné. La Côte d'Ivoire et la Guinée accordent une place primordiale à l'identification de leur population. Les deux pays ont marqué leur adhésion au programme d'identité unique pour l'intégration régionale et l'inclusion à travers un atelier à Abidjan. La Côte d'Ivoire met en place un système qui est un système inclusif, un système qui ne laissera personne en rade, un système qui prendra en compte les enfants, les personnes âgées, un système qui prendra en compte les nationaux comme les non-nationaux et attribuera un numéro unique. Et même ceux qui sont de passage en Côte d'Ivoire auront un numéro unique. Comme vous l'avez constaté, c'est des éléments qui mettent ensemble des institutions différentes, qui ont des objectifs différents à la base, mais qui doivent travailler ensemble afin que l'objectif final soit atteint. Donc d'un côté, interopérabilité, de l'autre, institutionnel. Cet atelier régional de 72 heures fait suite à une première rencontre qui s'est déroulée à Conakry en octobre dernier. Pour obtenir de bien meilleurs résultats, les deux pays ont fait appel à l'expertise de la Banque mondiale. Donc cette plateforme est d'une importance stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale a approuvé au mois de juin dernier un montant de 317 millions de dollars pour réaliser ce projet qui se déroule en 2 phases, qui va concerner d'abord la Côte d'Ivoire et la Guinée dans une première phase, le Burkina, le Bénin et un autre pays pour la prochaine phase, le Niger pour la deuxième phase. Donc c'est un projet qui devrait favoriser l'intégration régionale et celle de la CEDEAO en l'occurrence. Pour la Côte d'Ivoire, l'assainissement de l'état civil passe par une identification solide et durable qui pourra favoriser l'inclusion sociale et financière.
Des questions sociales, de gouvernance administrative et économique seront également débattues. En image, ce nouveau siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été inauguré hier dans la commune de Cocody. L'occasion pour la CNDHCI de remettre à la Convention de la société civile en Côte d'Ivoire le prix de la protection des droits des migrants au titre de l'année 2017. Bientôt, la construction d'un pont à Nebo dans la commune de Divo. Les travaux de cet ouvrage ont été lancés récemment par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. La construction du pont de Nebo est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Des nouvelles sportives à présent, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 retirée à la Côte d'Ivoire. Cette décision divise les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mais quel est l'avis de Moussa Bitili, ancien président de la Fédération libérienne de football et membre exécutif de la CAF? Nous l'écoutons au micro de Kati Touré Kodo. La Côte d'Ivoire ne sera pas prête pour la CAN 2021. Déclaration faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur plusieurs médias au sortir de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de l'institution tenue le 30 novembre au Ghana. Des propos qui ne font pas l'unanimité au sein du comité exécutif à entendre Moussa Biliti du Libéria. I can say this as an executive committee member and also member of the emergency committee. Je peux dire, en tant que membre du comité exécutif et aussi du comité d'urgence, la CAF doit faire attention à cette déclaration pour éviter de se créer des problèmes. Nous avons traité seulement le cas du Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'envoyer une équipe technique pour contrôler si les préparatifs avancent. C'est seulement lorsque le rapport sera en notre possession que nous serons à mesure de prendre une décision pour 2021 et 2023. Il n'a jamais été question de déplacer la CAN de la Côte d'Ivoire. On a pris la décision pour le Cameroun à 6 mois de la compétition. On ne peut pas décider pour la Côte d'Ivoire à 2 ans. Notre position aujourd'hui est très claire. Aujourd'hui, le pays hôte pour 2021, c'est la Côte d'Ivoire et 2023, la Guinée. Toute autre chose qui a été dite n'implique pas le comité exécutif. Concernant la Guinée, je ne peux pas en parler parce que moi, je ne parle pas français, donc je ne sais pas ce que le président et le vice-président ont déclaré. Mais je sais que le comité n'a jamais décidé d'arracher la CAN à la Côte d'Ivoire. On attend une éventuelle notification officielle à la CAN 2021 appartient toujours à la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent, Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, dénonce les violences qui perdurent depuis plus de 20 ans dans son pays, la République démocratique du Congo. De son côté, le gouvernement congolais l'invite à plus de modestie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.